Et c'est l'heure de parler économie avec Pauline Paccard. Le référendum sur le Brexit, c'est demain, l'occasion de nous interroger sur ce que le Royaume-Uni apporte réellement, Pauline, à l'Europe. Oui, bonjour Arnaud. Pour se décider, mieux vaut effectivement avoir les cartes en main. Chacun après se fera son avis. Ce qui est certain, et ce que personne ne peut contester, c'est que le Royaume-Uni est aujourd'hui l'un des poids lourds de l'Union européenne. On va voir quelques chiffres ensemble. D'abord, la population britannique, 13% de celle des 28, ce qui veut dire qu'un Européen sur 8 aujourd'hui est britannique. Son économie, l'une des 3 plus importantes de l'Union, 15% de la richesse des 28. Et puis, dernier chiffre, en 2014, Londres participait à hauteur de 10% du budget total de l'Union. C'est sa contribution, un peu plus de 11 milliards d'euros. La Grande-Bretagne, c'est un membre particulier de l'Union, on l'a compris, mais que Bruxelles ne veut pas voir partir. Oui, alors si vous voulez bien, avant de répondre à cette question, on va revenir sur cette question de la contribution au sein de l'Union européenne qui est pointée du doigt par les eurosceptiques depuis l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne en 1973. Ces eurosceptiques disent que les Britanniques payent plus qu'ils ne reçoivent. Alors effectivement, c'est vrai. Si l'on regarde la différence entre la contribution dont je parlais à l'instant et les recettes que la Grande-Bretagne touche, notamment en prime pour l'agriculture par exemple. Effectivement, le Royaume-Uni est perdant, mais beaucoup moins que des pays comme la France et l'Allemagne. C'est le principe de l'Union européenne. Ce sont les pays les plus riches qui financent le développement des plus pauvres. Alors, la Grande-Bretagne s'en sort mieux que d'autres. C'est grâce au fameux rabais britannique négocié par Margaret Thatcher. Ce rabais sur sa contribution est d'environ 4 milliards d'euros, un rabais qui est d'ailleurs payé par les autres pays membres. Pour résumer, 10% du budget européen, c'est la Grande-Bretagne. La France et l'Allemagne, qui ont une population à peu près identique, ce sont respectivement 14 et 20% du budget. Voilà, Pauline Paccard, ou l'art du rattrapage. Merci Pauline. De bons chiffres quand même encourageants, et c'est pour ça que Bruxelles ne veut pas voir partir peut-être la Grande-Bretagne. Effectivement, un poids lourd du budget européen, on l'a dit, un partenaire commercial majeur, même si la Grande-Bretagne n'a jamais voulu accepter la monnaie unique. Et puis la Grande-Bretagne, c'est aussi une vitrine, la City, la première place financière mondiale, qui emploie 2 millions de personnes. Et puis, plus largement, si Bruxelles tient autant à ce que la Grande-Bretagne reste au sein des 28, c'est aussi parce que sa présence à elle seule est une victoire symbolique, c'est être parvenu à maintenir sous le même drapeau des pays aussi différents. On jette un œil maintenant sur les marchés financiers. Assez peu de volume en Asie à la veille de ce référendum. Évidemment, très important que les investisseurs regardent de près. Le Nikkei a clôturé ce matin à moins 0,57%. En attendant l'ouverture des marchés européens d'ici 3 quarts d'heure. L'actualité économique, c'est aussi ce mercredi PSA, Peugeot, Citroën, de retour en Iran. Oui, c'est le grand retour du constructeur automobile français après la levée des sanctions contre Téhéran. PSA, dont l'Iran d'ailleurs est l'un des marchés historiques, s'est associé avec son partenaire de longue date, Iran Khodro. L'idée, c'est de produire sur place 200 000 voitures par an. Florence Gaillard avec notre correspondante en Iran, Mariam Pirzadeh. Une signature qui met fin à 4 ans d'embargo. Grâce à une coentreprise avec Iran Khodro, PSA fait son grand retour dans un pays qu'il avait quitté contraint et forcé. Jusqu'en 2011, le groupe assemblait 450 000 voitures par an dans le pays, qui était son deuxième débouché après la France. Nous sommes très fiers d'être engagés en Iran et cette coentreprise avec Iran Khodro montre que nous avons une vision d'avenir et que nous sommes prêts à investir dans ce pays. PSA prévoit d'investir 400 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Objectif, produire 200 000 modèles par an avec des moteurs de la dernière génération. Il y aura des modèles 2008, 208 et 301. Et plus tard, de nouveaux modèles viendront enrichir la gamme de produits. Pour la production, le site industriel de Téhéran a été retenu. PSA espère aussi réactiver la commercialisation de ces voitures. La part de marché des véhicules qui portent un lion, donc les véhicules Peugeot en Iran, c'est 33%. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver avec des produits modernes, plus modernes, et de garder la place de cœur de la marque dans les Iraniens, chez les Iraniens. C'est ça notre défi aujourd'hui. L'Iran est un marché à fort potentiel de croissance, avec moins de 100 voitures pour 1000 habitants. C'est 6 fois moins que dans l'Union européenne. Avec Iran Khodro, PSA compte prendre l'avantage sur ses concurrents européens et américains.
À la une de l'économie également, les syndicats de pilotes d'Air France qui lèvent leur préavis de grève ce week-end. Oui, grève qui était prévue pour le week-end à venir, effectivement. Préavis levé après les propositions du futur PDG de la compagnie, Jean-Marc Janaillac. Il a promis de geler les mesures salariales en échange de la suspension de tout mouvement social d'ici au 1er novembre. Jean-Marc Janaillac reprendra officiellement les rênes d'Air France le 4 juillet prochain. Un grand nom de l'automobile va disparaître, c'est Saab. Après 8 ans de très grosses difficultés, le repreneur du constructeur historique suédois va finalement lancer sa future voiture électrique sous sa propre enseigne. Il n'y aura donc plus de voitures Saab en production. Et puis Instagram compte 500 millions d'utilisateurs dans le monde, selon les chiffres communiqués par sa maison mère Facebook. En 6 mois, l'application de partage de photos aurait donc gagné 100 millions d'utilisateurs. Selon Facebook, c'est 300 millions de personnes qui postent quotidiennement 95 millions de photos sur la plateforme, soit plus de 1000 photos par seconde. Et puis les grandes manœuvres dans le monde de la mode. Oui, la maison de couture française Balmain passe sous pavillon qatari. C'est la holding Mayoula, affiliée à la famille royale de l'Émirat, qui rachète la griffe pour 485 millions d'euros. C'est une nouvelle page qui se tourne pour cette grande maison française née après la guerre, en grande difficulté il y a quelques années, qui a connu une renaissance assez spectaculaire depuis l'arrivée de son très jeune directeur artistique, Olivier Roustin. D'ailleurs, très présent sur Instagram, on en parlait à l'instant. Balmain était à vendre depuis plusieurs mois. Le choix du Qatar a été encouragé par un précédent. C'est la même holding qui a racheté Valentino en 2012, une griffe dont le chiffre d'affaires a triplé en 6 ans. Merci Pauline Paccard.